3. La journée de travail dans les branches de l'industrie anglaise où l'exploitation n'est pas limitée par la loi. Jusqu'ici, nous avons étudié l'excès de travail que là où les exactions monstrueuses du capital, à peine surpassées par les cruautés des Espagnols contre les peaux rouges de l'Amérique, note 30, l'ont fait enchaîner par la loi. Jetons maintenant un coup d'œil sur quelques branches d'industrie où l'exploitation de la force de travail est aujourd'hui sans entrave, ou l'était hier encore. Ouvrez les guillemets. Monsieur Broughton, magistrat de comté, déclarait comme président d'un meeting tenu à la mairie de Nottingham le 14 janvier 1860 qu'il règne dans la partie de la population de la ville occupée à la fabrication des dentelles un degré de misère et de dénuement inconnu au reste du monde civilisé. Vers 2, 3 et 4 heures du matin, des enfants de 9 à 10 ans sont arrachés de leur lit malpropre et forcés à travailler pour leur simple subsistance jusqu'à 10, 11 et 12 heures de la nuit. La maigreur les réduit à l'état de squelette, leur taille se rabougrit, les traits de leur visage s'effacent et tout leur être se raidit dans une torpeur telle que l'aspect seul en donne le frisson. Nous ne sommes pas étonnés que M. Mallet et d'autres fabricants se soient présentés pour protester contre toute espèce de discussion. Le système, tel que l'a décrit le révérend Montagu Valpu, est un système d'esclavage sans limite, esclavage à tous les points de vue, social, physique, moral et intellectuel. Que doit-on penser d'une ville qui organise un meeting public pour demander que le temps de travail quotidien pour les adultes soit réduit à 18 heures? Nous déclamons contre les planteurs de la Virginie et de la Caroline. Leur marché d'esclaves nègres avec toutes les horreurs des coups de fouet, leur trafic de chair humaine, sont-ils donc plus horribles que cette lente immolation d'hommes qui n'a lieu que dans le but de fabriquer des voiles et des cols de chemise pour le profit des capitalistes? Note 31. Fermez les guillemets. La poterie de Staffordshire a, pendant les 22 dernières années, donné lieu à 3 enquêtes parlementaires. Les résultats en sont contenus dans les rapports de M. Scriven, adressés en 1841 aux Children's Employment Commissioners, dans celui du Dr. Greenhow, publié en 1860 sur l'ordre du fonctionnaire médical du Privy Council, enfin dans celui de M. Longe, adjoint au First Report of the Children's Employment Commission du 13 juin 1863. Il nous suffit pour notre but d'emprunter aux rapports de 1860 et 1863 quelques dépositions des enfants même qui travaillaient dans la fabrique. D'après les enfants, on pourra juger des adultes, et surtout des femmes et des jeunes filles, dans une branche d'industrie à côté de laquelle, il faut l'avouer, les filatures de coton peuvent paraître des lieux admirablement sains et agréables. Note 32. Wilhelm Wood, âgé de 9 ans, avait 7 ans et 10 mois quand il commençait à travailler. Il round moulds, entre parenthèses, portait les pots dans le séchoir et rapportait ensuite le moule vide. C'est ce qu'il a toujours fait. Il vient chaque jour de la semaine vers 6 heures du matin et cesse de travailler environ vers 9 heures du soir. Je travaille tous les jours jusqu'à 9 heures du soir, ainsi par exemple les 7 à 8 dernières semaines. Voilà donc un enfant qui, dès l'âge de 7 ans, a travaillé 15 heures. John Murray, un enfant de 12 ans, s'exprime ainsi. I run moulds and turn the jigger. Je porte les moules et tourne la roue. Je viens à 6 heures, quelquefois à 4 heures du matin. J'ai travaillé toute la nuit dernière, jusqu'à ce matin 8 heures. Je ne me suis pas couché depuis. 8 ou 9 autres garçons ont travaillé comme moi toute cette nuit. Je reçois chaque semaine 3 shillings 6 pence. Je ne reçois pas davantage quand je travaille toute la nuit. J'ai travaillé 2 nuits dans la dernière semaine. Ferry Howth, un enfant de 10 ans. Je n'ai pas toujours 1 heure pour le dîner. Je n'ai qu'une demi-heure, les jeudis, vendredis et samedis. Note 33. Le Dr. Greenhow déclare que dans les districts de Stoke-upon-Trent et de Wolstenton, où se trouvent les poteries, la vie est extraordinairement courte. Quoiqu'il n'y ait d'occupés aux poteries dans le district de Stoke que 31/6% et dans celui de Wolstenton que 31/4% de la population mâle au-dessus de 20 ans, plus de la moitié des cas de mort causés par les maladies de poitrine se rencontrent parmi les potiers du premier district, et environ les 2/5 parmi ceux du second. Le Dr. Boothroyd, médecin à Henley, affirme de son côté que chaque génération nouvelle des potiers est plus petite et plus faible que la précédente. De même un autre médecin, M. McBean. Depuis 25 ans que j'exerce ma profession parmi les potiers, la dégénérescence de cette classe s'est manifestée d'une manière frappante par la diminution de la taille et du poids du corps. Ces dépositions sont empruntées au rapport du Dr. Greenhow en 1860. Note 34.
Extrait du rapport des commissaires publié en 1863. Le docteur G.T. Hardledge, médecin en chef de la maison de santé du North Staffordshire, dit dans sa déposition: comme classe, les potiers, hommes et femmes, représentent une population dégénérée au moral et au physique. Ils sont en général de taille rabougrie, mal faits et déformés de la poitrine. Ils vieillissent vite et vivent peu de temps. Flegmatiques et anémiques, ils trahissent la faiblesse de leur constitution par des attaques opiniâtres de dyspepsie, des dérangements du foie et des reins et des rhumatismes. Ils sont avant tout sujets aux maladies de poitrine, pneumonie, phtisie, bronchite et asthme. La scrofulose, qui attaque les glandes, les os et d'autres parties du corps, est la maladie de plus de 2/3 des potiers. Si la dégénérescence de la population de ce district n'est pas beaucoup plus grande, elle le doit exclusivement à son recrutement dans les campagnes avoisinantes et à son croisement par des mariages avec des races plus saines. M. Charles Pearson, chirurgien du même hospice, écrit entre autres dans une lettre adressée au commissaire Longe, ouvrez les guillemets, « Je ne puis parler que d'après mes observations personnelles et non d'après la statistique. Mais je certifie que j'ai été souvent on ne peut plus révolté à la vue de ces pauvres enfants dont la santé est sacrifiée pour satisfaire par un travail excessif la cupidité de leurs parents et de ceux qui les emploient. » Fermez les guillemets. Il énumère les causes de maladie des potiers et clôt sa liste par la principale, The Long Hours, les longues heures de travail. La commission, dans son rapport, exprime l'espoir qu'une industrie qui a une si haute position aux yeux du monde ne supportera pas plus longtemps l'opprobre de voir ses brillants résultats accompagnés de la dégénérescence physique, des innombrables souffrances corporelles et de la mort précoce de la population ouvrière par le travail et l'habileté de laquelle ils ont été obtenus. Note 35. Ce qui est vrai des fabriques de poterie d'Angleterre l'est également de celles d'Écosse. Note 36. La fabrication des allumettes chimiques date de 1833, époque où l'on a trouvé le moyen de fixer le phosphore sur le bois. Depuis 1845, elle s'est rapidement développée en Angleterre, où des quartiers les plus populeux de Londres, elle s'est ensuite répandue à Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow, accompagnée partout de cette maladie des mâchoires qu'un médecin de Vienne déclarait déjà en 1845 être spéciale aux faiseurs d'allumettes chimiques. La moitié des travailleurs sont des enfants au-dessous de 13 ans et des adolescents au-dessous de 18. Cette industrie est tellement insalubre et répugnante, et par cela même tellement décriée, qu'il n'y a que la partie la plus misérable de la classe ouvrière qui lui fournisse des enfants, ouvrez les guillemets, des enfants déguenillés, à moitié morts de faim et corrompus. Note 37, fermez les guillemets. Parmi les témoins que le commissaire White entendit, 1863, il y en avait 270 au-dessous de 18 ans, 40 au-dessous de 10, 12 de 8 ans et 5 de 6 ans seulement. La journée de travail varie entre 12, 14 et 15 heures. On travaille la nuit. Les repas irréguliers se prennent la plupart du temps dans le local de la fabrique, empoisonné par le phosphore. Dante trouverait les tortures de son enfer dépassées par celles de ses manufactures. Dans la fabrique de tapisserie, les genres les plus grossiers de tentures sont imprimés avec des machines, les plus fines avec la main, block printing. La saison la plus active commence en octobre et finit en avril. Pendant cette période, le travail dure fréquemment et presque sans interruption de 6 heures du matin à 10 heures du soir et se prolonge même dans la nuit. Écoutons quelques déposants. John Leach. L'hiver dernier, 1862, sur 19 jeunes filles, 6 ne parurent plus par suite de maladies causées par l'excès de travail. Pour tenir les autres éveillés, je suis obligé de les secouer. William Duffy. Les enfants sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent tenir les yeux ouverts, et en réalité, souvent nous-mêmes nous ne le pouvons pas davantage. John Lightbourne. Je suis âgé de 13 ans. Nous avons travaillé l'hiver dernier jusqu'à 9 heures du soir, et l'hiver précédent jusqu'à 10 heures. Presque tous les soirs cet hiver, mes pieds étaient tellement blessés que j'en pleurais de douleur. George Abston. Mon petit garçon que voici, j'avais coutume de le porter sur mon dos lorsqu'il avait 7 ans, aller et retour de la fabrique, à cause de la neige, et il travaillait ordinairement 16 heures. Bien souvent, je me suis agenouillé pour le faire manger pendant qu'il était à la machine, parce qu'il ne devait ni l'abandonner ni interrompre son travail. Smith, l'associé gérant d'une fabrique de Manchester. Nous, il veut dire ces bras qui travaillent pour nous, note 38, travaillons sans suspension de travail pour les repas, de sorte que la journée habituelle de 10h30 est terminée vers 4h30 de l'après-midi,
et tout le reste est temps de travailler en plus. Note 39. On se demande si ce monsieur Smith ne prend réellement aucun repas pendant 10h30. Nous, le laborieux Smith, finissons rarement avant 6h du soir, entre parenthèses, de consommer nos machines humaines, veut-il dire. De sorte que nous, iterum crispinus, travaillons en réalité toute l'année avec un excédent de travail. Les enfants et les adultes, 152 enfants et adolescents au-dessous de 18 ans et 140 au-dessus, ont travaillé régulièrement et en moyenne pendant les derniers 18 mois pour le moins 7 jours et 5 heures, ou 78 heures et demie par semaine. Pour les 6 semaines finissant au 2 mai de cette année, 1863, la moyenne était plus élevée, 8 jours ou 84 heures par semaine. Mais, ajoute le Suddy Smith avec un ricanement de satisfaction, le travail à la machine n'est pas pénible. Il est vrai que les fabricants qui emploient le block printing disent de leur côté « le travail manuel est plus sain que le travail à la machine ». En somme, messieurs les fabricants se prononcent énergiquement contre toute proposition tendant à arrêter les machines même pendant l'heure des repas. Une loi, dit M. Oatley, directeur d'une fabrique de tapisserie à Borough, une loi qui nous accorderait des heures de travail de 6h du matin à 9h du soir serait fort de notre goût. Mais les heures du Factory Act de 6h du matin à 6h du soir ne nous vont point. Nous arrêtons notre machine pendant le dîner. Entre parenthèses, quelle générosité. Pour ce qui est de la perte en papier et en couleur occasionnée par cet arrêt, il ne vaut pas la peine d'en parler. Telle qu'elle cependant, observa-t-il d'un air bonhomme, je comprends qu'elle ne soit pas du goût de tout le monde. Le rapport exprime naïvement l'opinion que la crainte de faire perdre quelques profits en diminuant quelque peu le temps du travail d'autrui n'est pas une raison suffisante pour priver de leur dîner pendant 12 à 16 heures des enfants au-dessous de 13 ans et des adolescents au-dessous de 18, ou pour le leur servir comme on sert à la machine à vapeur du charbon et de l'eau, à la roue de l'huile, etc., en un mot comme on fournit la matière auxiliaire à l'instrument de travail dans le cours de la production. Note 40. Abstraction faite de la fabrication du pain à la mécanique encore toute récente, il n'y a pas d'industrie en Angleterre qui ait conservé un mode de production aussi suranné que la boulangerie, comme le prouverait plus d'un passage chez les poètes de l'Empire romain. Mais le capital, nous en avons fait la remarque, s'inquiète fort peu du caractère technique du genre de travail dont il s'empare. Il le prend tout d'abord tel qu'il le trouve. L'incroyable falsification du pain, principalement à Londres, fut mise en lumière pour la première fois, 1855-56, par le comité de la Chambre des communes sur la falsification des subsistances, et dans l'écrit du Dr Hassall, Adulterations Detected, note 41. Ces révélations eurent pour conséquence la loi du 6 août 1860, For Preventing the Adulteration of Articles of Food and Drink, entre parenthèses, pour empêcher l'adultération des aliments et des boissons. Loi qui resta sans effet attendu qu'elle est pleine de délicatesse, pour tout libre-échangiste qui, par l'achat et la vente de marchandises falsifiées, se propose de ramasser un honnête magot, to earn an honest penny. Note 42. Le comité lui-même formula plus ou moins naïvement sa conviction que commerce libre veut dire essentiellement commerce avec des matières falsifiées, ou, selon la spirituelle expression des Anglais, sophistiquées. Et en réalité, ce genre de sophistique s'entend mieux que Protagoras à rendre le blanc noir et le noir blanc, et mieux que les Éléates à démontrer ad oculos que tout n'est qu'apparence. Note 43. Dans tous les cas, le comité avait appelé l'attention du public sur le pain quotidien et en même temps sur la boulangerie. Sur ces entrefaites, les clameurs des garçons boulangers de Londres à propos de leur travail excessif se firent entendre à la fois des meetings et dans des pétitions adressées au Parlement. Ces clameurs devinrent si pressantes que M. H. S. Tremonier, déjà membre de la commission de 1863, mentionné plus haut, fut nommé commissaire royal pour faire une enquête à ce sujet. Son rapport et les dépositions qu'il contient émurent non le cœur du public mais son estomac. Note 44. L'Anglais, toujours à califourchon sur la Bible, savait bien que l'homme est destiné à manger son pain à la sueur de son front, si la grâce n'a pas daigné faire de lui un capitaliste, un propriétaire foncier ou un budgétivore. Mais il ignorait qu'il fut condamné à manger chaque jour dans son pain, ouvre les guillemets, une certaine quantité de sueur humaine délayée avec des toiles d'araignée, des cadavres de cancrelats, de la levure pourrie et des évacuations d'ulcères purulents, sans parler de la lin, du sable et d'autres ingrédients minéraux tout aussi agréables. Fermez les guillemets. Sans égard pour sa sainteté le libre commerce, la libre boulangerie fut soumise à la surveillance d'inspecteurs nommés par l'État. Entre parenthèses, fin de la session parlementaire de 1863.
et le travail de 9 heures du soir à 5 heures du matin fut interdit par le même acte du Parlement pour les garçons boulangers au-dessous de 18 ans. La dernière clause contient des volumes sur l'abus qui se fait des forces du travailleur dans cet honnête et patriarcal métier. Le travail d'un ouvrier boulanger de Londres commence régulièrement vers 11 heures du soir. Il fait d'abord le levain, opération pénible qui dure de 1/2 heure à 3/4 d'heure suivant la masse et la finesse de la pâte. Il se couche ensuite sur la planche qui couvre le pétrin et dort ensuite 2 heures avec un sac de farine sous la tête et un autre sac vide sur le corps. Ensuite commence un travail rapide et ininterrompu de 4 heures pendant lesquelles il s'agit de pétrir, peser la pâte, lui donner une forme, la mettre au four, l'en retirer, etc. La température d'une boulangerie est ordinairement de 75 à 90 degrés. Elle est même plus élevée quand le local est petit. Les diverses opérations qui constituent la fabrication du pain une fois terminées, on procède à sa distribution, et une grande partie des ouvriers, après leur dur travail de nuit, portent le pain pendant le jour dans des corbeilles, de maison en maison, ou le traînent sur des charrettes, ce qui ne les empêche pas de travailler de temps à autre dans la boulangerie. Suivant la saison de l'année et l'importance de la fabrication, le travail finit entre 1 et 4 heures de l'après-midi, tandis qu'une autre partie des ouvriers est encore occupée à l'intérieur, jusque vers minuit. Note 45. Fermez les guillemets. Pendant la saison à Londres, les ouvriers des boulangers full-priced, ceux qui vendent le pain au prix normal, travaillent de 11 heures du soir à 8 heures du lendemain matin presque sans interruption. On les emploie ensuite à porter le pain jusqu'à 4, 5, 6, même 7 heures, ou quelquefois faire du biscuit dans la boulangerie. Leur ouvrage terminé, il leur est permis de dormir à peu près 6 heures. Souvent même ils ne dorment que 5 ou 4 heures. Le vendredi, le travail commence toujours plus tôt, ordinairement à 10 heures du soir et dure sans aucun répit, qu'il s'agisse de préparer le pain ou de le porter, jusqu'au lendemain soir 8 heures, et le plus souvent jusqu'à 4 ou 5 heures de la nuit qui précède le dimanche. Dans les boulangeries de premier ordre, où le pain se vend au prix normal entre guillemets, il y a même le dimanche 4 ou 5 heures de travail préparatoire pour le lendemain. Les ouvriers des Underselling Masters, boulangers qui vendent le pain au-dessous du prix normal, et ces derniers composent, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, plus des 3/4 des boulangers de Londres, sont soumis à des heures de travail encore plus longues. Mais leur travail s'exécute presque tout entier dans la boulangerie, parce que leurs patrons, à part quelques livraisons faites à des marchands en détail, ne vendent que dans leur propre boutique. Vers la fin de la semaine entre guillemets, c'est-à-dire le jeudi, le travail commence chez eux à 10 heures de la nuit et se prolonge jusqu'au milieu et plus de la nuit du dimanche. Note 46. En ce qui concerne les Underselling Masters, le patron lui-même va jusqu'à reconnaître que c'est le travail non payé des ouvriers, the unpaid labor of the men, qui permet leur concurrence. Note 47. Et le boulanger full-priced dénonce ses underselling concurrents à la commission d'enquête comme des voleurs de travail d'autrui et des falsificateurs. Ouvrez les guillemets. Ils ne réussissent, s'écrit-il, que parce qu'ils trompent le public et qu'ils tirent de leurs ouvriers 18 heures de travail pour un salaire de 12. Note 48. La falsification du pain et la formation d'une classe de boulangers vendant au-dessous du prix normal datent en Angleterre du commencement du XVIIIe siècle. Elles se développèrent dès que le métier perdit son caractère corporatif et que le capitaliste, sous la forme du meunier, fit du maître boulanger son homme lige. Note 49. Ainsi fut consolidée la base de la production capitaliste et de la prolongation outre mesure du travail de jour et de nuit, bien que ce dernier, même à Londres, n'ait réellement pris pied qu'en 1824. Note 50. On comprend, d'après ce qui précède, que les garçons boulangers soient classés dans le rapport de la commission parmi les ouvriers dont la vie est courte et qui, après avoir par miracle échappé à la décimation ordinaire des enfants dans toutes les couches de la classe ouvrière, atteignent rarement l'âge de 42 ans. Néanmoins, leur métier regorge toujours de postulants. Les sources d'approvisionnement de ces forces de travail, entre guillemets, pour Londres, sont l'Écosse, les districts agricoles de l'ouest de l'Angleterre et l'Allemagne. Dans les années 1858-60, les garçons boulangers en Irlande organisèrent à leurs frais de grands meetings pour protester contre le travail de nuit et le travail du dimanche. Le public, conformément à la nature aisément inflammable de l'Irlandais, prit vivement parti pour eux en toute occasion, par exemple au meeting de mai à Dublin. Par suite de ce mouvement, le travail de jour exclusif fut établi en fait à Wexford, Kilkenny, Clonel, Waterford, etc. À Limerick, où de l'aveu général les souffrances des ouvriers dépassaient toute mesure, le mouvement échoua contre l'opposition des maîtres boulangers, et surtout des boulangers meuniers.
L'exemple de Limerick réagit sur Ennis et Tipperary. À Cork, où l'hostilité du public se manifesta de la manière la plus vive, les maîtres firent échouer le mouvement en renvoyant leurs ouvriers. À Dublin, ils opposèrent la plus opiniâtre résistance, et en poursuivant les principaux meneurs de l'agitation, forcèrent le reste à céder et à se soumettre au travail de nuit et au travail du dimanche. Note 51. La commission du gouvernement anglais, qui, en Irlande, est armée jusqu'aux dents, prodigua de piteuses remontrances aux impitoyables maîtres boulangers de Dublin, Limerick, Cork, etc. Ouvrez les guillemets. Le comité croit que les heures de travail sont limitées par des lois naturelles qui ne peuvent être violées impunément. Les maîtres, en forçant leurs ouvriers par la menace de les chasser, à blesser leurs sentiments religieux, à désobéir à la loi du pays et à mépriser l'opinion publique, entre parenthèses, tout ceci se rapporte au travail du dimanche, les maîtres sèment la haine entre le capital et le travail et donnent un exemple dangereux pour la religion, la moralité et l'ordre public. Le comité croit que la prolongation du travail au-delà de 12 heures est une véritable usurpation, un empiètement sur la vie privée et domestique du travailleur, qui aboutit à des résultats moraux désastreux. Elle l'empêche de remplir ses devoirs de famille comme fils, frère, époux et père. Un travail de plus de 12 heures tend à miner la santé de l'ouvrier. Il amène pour lui la vieillesse et la mort prématurée, et par suite le malheur de sa famille, qui se trouve privée des soins et de l'appui de son chef au moment même où elle en a le plus besoin. Note 52. Fermez les guillemets. Quittons maintenant l'Irlande. De l'autre côté du canal, en Écosse, le travailleur des champs, l'homme de la charrue, dénonce ses 13 et 14 heures de travail dans un climat des plus rudes, avec un travail additionnel de 4 heures pour le dimanche, dans ce pays des sanctificateurs du sabbat, note 53, au moment même où, devant un grand jury de Londres, sont traînés 3 ouvriers de chemin de fer, un simple employé, un conducteur de locomotive et un faiseur de signaux. Une catastrophe sur la voie ferrée a expédié dans l'autre monde une centaine de voyageurs. La négligence des ouvriers est accusée d'être la cause de ce malheur. Ils déclarent tous d'une seule voix, devant les jurés, que 10 ou 12 ans auparavant, leur travail ne durait que 8 heures par jour. Pendant les 5 et 6 dernières années, on l'a fait monter à 14, 18 et 20 heures, et dans certains moments de presse pour les amateurs de voyage, dans la période des trains de plaisir, etc., il n'est pas rare qu'ils durent de 40 à 50 heures. Ils sont des hommes ordinaires et non des argus. À un moment donné, leur force de travail refuse son service. La torpeur les saisit. Leur cerveau cesse de penser et leur œil de voir. Le respectable jury anglais leur répond par un verdict qui les renvoie pour manslaughter, entre parenthèses, homicide involontaire, devant les prochaines assises. Cependant, il exprime dans un appendice charitable le pieux désir que messieurs les capitalistes, ces manias des chemins de fer, voudront bien à l'avenir montrer plus de prodigalité dans l'achat d'un nombre suffisant de forces de travail et moins d'abnégation dans l'épuisement des forces payées. Note 54. Dans la foule bigarrée des travailleurs de toute profession, de tout âge et de tout sexe qui se pressent devant nous plus nombreux que les âmes des morts devant Ulysse aux enfers, et sur lesquels, sans ouvrir les livres bleus qu'ils portent sous le bras, on reconnaît au premier coup d'œil l'empreinte du travail excessif, saisissons encore au passage 2 figures dont le contraste frappant prouve que devant le capital, tous les hommes sont égaux, une modiste et un forgeron. Dans les dernières semaines de juin 1863, tous les journaux de Londres publiaient un article avec ce titre à sensation. « Death from simple overwork », entre parenthèses, « mort par simple excès de travail ». Il s'agissait de la mort de la modiste Marianne Walkley, âgée de 20 ans, employée dans un très respectable atelier qu'exploitait une dame portant le doux nom d'Élise, fournisseuse de la cour. C'était la vieille histoire si souvent racontée. Note 55. Il était bien vrai que les jeunes ouvrières ne travaillaient en moyenne que 16h30 par jour, et pendant la saison seulement 30 heures de suite sans relâche. Il était vrai aussi que pour ranimer leur force de travail défaillante, on leur accordait quelques verres de sherry, de porto ou de café. Or, on était en pleine saison. Il s'agissait de bâtir en un clin d'œil des toilettes pour de nobles ladies allant au bal donné en l'honneur de la princesse de Galles, fraîchement importée. Marianne Walkley avait travaillé 26h30 sans interruption, avec 60 autres jeunes filles. Il faut dire que ces jeunes filles se trouvaient 30 dans une chambre contenant à peine un tiers de la masse cubique d'air nécessaire, et la nuit dormaient à 2 dans un taudis où chaque chambre à coucher était faite à l'aide de diverses cloisons en planches. Note 56. Et c'était là un des meilleurs ateliers de mode. Marianne Walkley tomba malade le vendredi et mourut le dimanche sans avoir, au grand étonnement de Dame Élise, donné à son ouvrage le dernier point d'aiguille.
Le médecin appelé trop tard au lit de mort, M. Case, déclara tout net devant le coroner's jury que Marianne Walkley était morte par suite de longues heures de travail dans un local d'atelier trop plein et dans une chambre à coucher trop étroite et sans ventilation. Le coroner's jury, pour donner au médecin une leçon de savoir-vivre, déclara au contraire que la défunte était morte d'apoplexie, mais qu'il y avait lieu de craindre que sa mort n'eût été accélérée par un excès de travail dans un atelier trop plein, etc. Nos esclaves blancs, s'écria le Morning Star, l'organe des libres échangistes Cobden et Bright, nos esclaves blancs sont les victimes du travail qui les conduit au tombeau. Ils s'épuisent et meurent, sans tambour ni trompette. Note 57. Ouvrez les guillemets. Travailler à mort. Tel est l'ordre du jour non seulement dans les magasins des modistes, mais encore dans n'importe quel métier. Prenons par exemple le forgeron. Si l'on en croit les poètes, il n'y a pas d'homme plus robuste, plus débordant de vie et de gaieté que le forgeron. Il se lève de bon matin et fait jaillir des étincelles, avant le soleil. Il mange et boit et dort comme pas un. Au point de vue physique, il se trouve en fait, si son travail est modéré, dans une des meilleures conditions humaines. Mais suivons-le à la ville, et examinons quel poids de travail est chargé sur cet homme fort et quel rang il occupe sur la liste de mortalité de notre pays. À Marylebone, un des plus grands quartiers de Londres, les forgerons meurent dans la proportion de 31 sur 1000 annuellement, chiffre qui dépasse de 11 la moyenne de mortalité des adultes en Angleterre. Cette occupation, un art presque instinctif de l'humanité, devient par la simple exagération du travail destructive de l'homme. Il peut frapper par jour tant de coups de marteau, faire tant de pas, respirer tant de fois, exécuter tant de travail et vivre en moyenne 50 ans. On le force à frapper tant de coups de plus, à faire un si grand nombre de pas en plus, à respirer tant de fois davantage, et le tout pris ensemble à augmenter d'un quart sa dépense de vie quotidienne. Il l'essaye, quel en est le résultat? C'est que pour une période limitée, il accomplit un quart de plus de travail, et meurt à 37 ans au lieu de 50. Note 58, fermez les guillemets.